C'est le retour de la pause. Nous continuons avec le sujet du Mali. Toujours mes trois invités. Beau-Soleil Obekou, député, président de l'association Togo pour tous. Ashraf Ouro-Sama, juriste, acteur politique. Et puis Bonenfant Agbovi, qui est professeur et puis analyste politique. Avant la pause, nous étions en train de parler du Mali, où les activités des ONG soutenues par la France ont été suspendues par les autorités en représailles à la décision prise par les autorités françaises également de suspendre leur aide publique au développement. Ashraf, j'étais avec vous avant la pause, justement sur la question de l'aide elle-même. Lorsque un partenaire a envie d'aider un pays, ce pays n'est-il pas en droit de poser ses conditions et je veux même dire de refuser cette aide? Non, oui, ce pays-là est en droit, c'est ce que je dis, en droit de refuser cette aide. C'est une décision souveraine qui appartient à tous les États. Maintenant, il faut prendre ces mesures-là en fonction de la réalité des choses. La question que moi je me pose souvent, est-ce que le Mali peut s'en passer de l'aide publique au développement, vu le contexte économique dans lequel il est? Je reprends, je dis, aujourd'hui, quand je prends le cas du Mali ou le cas du Burkina Faso, il souffre d'une pathologie, entre guillemets, de ce que j'appelle l'obsession de l'innovation. C'est-à-dire que vous avez des pays, dans des pays où il y a des coups d'État aujourd'hui, qui veulent rompre avec les expériences antérieures. Oui, c'est toujours bien d'innover. Par exemple, vous venez par la junte burkinabé qui veut dire je ne veux plus un gouvernement de 30 ministres, je veux un gouvernement de 18 000. Ils veulent innover à tout prix. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'en innovant, vous perdez aussi le sens de la réalité. Aujourd'hui, prendre la résolution de dire on ne veut plus on veut interdire toutes les ONG qui bénéficient du matériel ou du financement de la France de mener des activités sur les territoires, alors qu'on sait très bien qu'on a des besoins énormes. Lorsqu'on évalue cette aide, c'est à 100 millions d'euros par an. Pour moi, 100 millions d'euros par an, c'est pas rien. On parle de plus de 70 projets dans plusieurs domaines, que ce soit l'éducation, dans le domaine culturel et économique. Aujourd'hui, vous avez le Mali. Quand vous prenez le PIB est extrêmement faible. C'est un pays qui certes, il y a une dynamique, mais c'est un pays quand même qui demeure quand même sous-développé. On parle de désertification des services publics, on parle des gens qui ont du mal à se nourrir 3 fois par jour. Vous avez un pays qui est en déliquescence avancée. Mais toutes ces priorités-là, on en fait quoi? Donc on a besoin toujours de l'aide extérieure. Je sais très bien qu'on peut interroger l'action de certains ONG parce qu'il y a certaines dérives. Ça, je le reconnais. Je crois qu'il y a des ouvrages, des recherches scientifiques et où on établit la responsabilité de ces ONG-là sur un certain nombre de crises. Ça, je le reconnais. Mais dans le cas d'espèce, je dis tout simplement que vu le contexte économique, politique et culturel dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui, le Mali a besoin de l'aide publique au développement. J'aimerais apporter un rectificatif. Quand le Mali a accusé la France de soutenir les terroristes et tout, le ministre, le plénipotentiaire, je veux parler du ministre Diop, qui a demandé au Conseil de sécurité une réunion extraordinaire pour brandir leurs preuves. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rappeler à certains Africains que c'est toujours bien de vociférer, c'est toujours bien d'apporter des arguments. Mais la Charte des Nations Unies ne donne pas le droit à un pays non permanent des Nations Unies de demander une réunion extraordinaire. Les dispositions, c'est très clair. En droit international, la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 est très claire. Il appartient à un pays, membre du Conseil de sécurité, de demander la réunion extraordinaire. On nous a dit, le Mali, que la Russie apporte son soutien indéfectible au Mali. Mais la Russie, membre du Conseil de sécurité, aurait pu soutenir le Mali pour organiser cette réunion extraordinaire. Pourquoi la Russie n'a pas apporté son soutien pour demander cette réunion extraordinaire afin de permettre aux autorités maliennes aujourd'hui de brandir ça? Donc c'est pour dire tout simplement que certes aujourd'hui on peut incriminer la France, mais la Russie supporte aussi les pays africains par précaution. Oui. Je viens d'apporter la preuve. Donc il faut faire très attention avec les différentes coopérations qu'on a avec les pays occidentaux et avec d'autres pays. Mon enfant a compris de toute façon. Aujourd'hui, entre le Mali et la France, on semble aller très loin pour reculer. Bien sûr, parce que, vous savez, depuis la crise, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et nous, notre prière, c'est que la junte n'aille pas trop loin. Et en vouloir bien faire, pour faire chuter tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui,
l'aide au développement. Bon, quelle que soit l'appellation, que ce soit aide qui devient des dettes pour nous, etc. Et aujourd'hui, le Mali doit avoir des priorités par rapport auxquelles il ne devrait pas couper immédiatement certaines relations avec les institutions. Donc aujourd'hui, ma prière pour la junte, c'est que la junte doit tout faire pour savoir où elle va avec le peuple guinéen là qui en réalité souffre. Le peuple guinéen souffre maintenant, malien plutôt. Le peuple malien souffre en ce moment. Donc, il faut que la junte trouve le juste milieu pour savoir quoi refuser à un moment donné. Aujourd'hui, si le Mali refuse l'aide au développement, le Mali naturellement va sombrer malgré ses gisements d'or, etc. Mais le problème n'est pas d'avoir des ressources, mais il faut savoir les transformer. Et aujourd'hui, il n'y a aucune industrie là-bas au Mali qui transforme, au moins qui peut produire même les gisements de choses qu'ils ont. On transporte, on vend en Europe, on le fait, ça revient et il revend. Donc, au moins, il faut que le Mali détermine les priorités. Aujourd'hui, couper l'aide avec les élections, c'est très grave. C'est très grave. Nous ne ferons pas quand même cette erreur-là chez nous ici. Nous, c'est le Togo, c'est ça? Je suis en train de parler de mon pays. D'accord. J'ai le sentiment qu'il y a un petit scandale quand il s'agit de la France. Je l'ai dit, le Mali reçoit beaucoup d'aide, dit non à l'aide française. C'est tout. Non, au fait, le Mali n'a pas dit non à l'aide française. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la junte est venue au pouvoir. Mais il y a de cette crise-là entre le gouvernement malien et la France, le gouvernement français. Ils ont continué par bénéficier de cette aide-là. Ils nous disent que c'est en février passé, que c'est depuis février passé que la France a coupé. Mais ils ne sont pas venus au pouvoir en février passé. Ça veut dire qu'il y a sur le plan international, il y a c'est un peu comme la Russie et l'Ukraine qui sont en guerre, mais le Bien gaz sûr, continue de circuler. Et je dis, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que le domaine humanitaire, on ne devait pas toucher. Là. Parce que même en France, il y a des associations qui sont financées par des pays étrangers. Oui, effectivement. Donc ça là, c'est au niveau de l'humanitaire, là, il ne faut pas toucher à ça. Mais c'est comme je dis, c'est une erreur pour la junte malienne de s'attaquer aux ONG, même si elles sont financées par la France. Ça là, ce domaine, on ne s'attache pas au domaine humanitaire comme ça. On peut négocier, on peut toujours discuter. Voilà. Lorsque la France dit je suspends l'aide publique au développement, c'est spécifique à l'aide publique au développement. Et on peut demander pourquoi la France suspend cette aide-là. La France se dit, vous nous accusez de détruire le Mali, de participer à la destruction du Mali. Alors au même moment, vous prenez notre aide qui participe au développement de ce pays. Et puis, il y a quand même une contradiction. C'est pour cela qu'on ne dit pas qu'on retire cette aide-là, on suspend. Voilà. Lorsqu'en diplomatie on dit on suspend, ça veut dire qu'on attend étudier les conditions, les négociations. Mais la réaction malienne, en s'attaquant en même temps à l'humanitaire, c'est ça qui n'est pas bon. Et puis, je crois, vous avez interrogé des citoyens maliens, il y a 2 personnes qui ont parlé, mais quand vous analysez bien, vous écoutez les Maliens, beaucoup ne sont pas d'accord avec ce gouvernement-là pour cette réaction-là. Et par rapport à la suspension. Et pour ajouter quelque chose à ça, c'est que vous allez voir que, comme il vient de le dire, l'aide à l'humanitaire n'est pas touchable. Parce que c'est ça qui fait même la junte. Si les Français financent les ONG qui interviennent dans certains domaines dans notre pays Mali, et que ça fait que la population se taise, ou que c'est en réalité, c'est ce qui arrange plutôt la junte. Mais aujourd'hui, couper ça quand la population serait éprise de ce qu'il avait, vous allez voir que c'est la même population là qui va se soulever contre la junte, et ce serait fatal pour Assimi Goïta et ses camarades là. D'accord. On va évoluer maintenant vers un autre sujet. On parle sport. J'espère que vous avez un œil sur le mondial Qatar 2022. Bien sûr. On va analyser les pays africains. Il y en a 5 en lice. On a le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Sénégal et puis le Cameroun. Pour le moins, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Maroc a 1 point en attendant son 2e match. La Tunisie en a 1. Et quand j'entrais en studio pour cette émission, la Tunisie a perdu sa rencontre contre l'Australie. 1 but à 0. Le Ghana
0 points parce que battu par le Portugal 3-2. Le Sénégal a 3 points. Le Sénégal a battu le Qatar. C'était hier. Et le Qatar, on le sait, c'est pas vrai. Très grande nation, même si le Qatar est champion d'Asie en titre. Le Sénégal champion d'Afrique en titre. Et puis le Cameroun également qui n'a pas un seul point au compteur. Achraf, est-ce qu'il faut, à la fin de cette première journée, on commence la deuxième journée des phases de poule, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les 5 représentants de l'Afrique? Non, mais il faut s'inquiéter. Moi, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je crois que c'est la continuité. Lorsque vous essayez de revoir l'historique du parcours des équipes nationales africaines et en Coupe du Monde, voilà, c'est vrai, il y a eu des coups d'éclat en 1982 et d'autres années, mais sinon, en réalité, lorsque vous essayez de faire le bilan il est extrêmement négatif. Et je crois que lorsqu'on prend toutes ces équipes-là respectivement, on peut parler du fond de jeu qui est totalement inexistant. Vous avez des équipes qui ont du mal vraiment à faire jeu égal avec les équipes européennes. Donc il faut vraiment s'interroger. Pour moi, je n'attends rien. Hein. On peut peut-être me dire je lance les pays africains en pâture, mais je n'attends rien de ces pays africains. À la rigueur, peut-être le Sénégal peut réussir à faire des coups d'éclat en arrivant peut-être à la rigueur en quart de finale. Donc maintenant, vous me posez la question sur les résultats. Je crois qu'il faut se poser les origines. Il faut faire ce qu'on appelle la généalogie en philosophie. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces résultats très peu enviables en Coupe du Monde? Quand vous prenez, par exemple, les équipes africaines, sportivement, nous n'avons pas une politique sportive quand même aboutie sur le continent africain. On accuse toujours les pays occidentaux d'impérialistes. Vous avez des équipes africaines où vous avez une bonne partie des joueurs qui sont d'origine ou qui sont nés en Occident et qui ont été formés par des équipes africaines. Je prends par exemple un cas palpable, le joueur Mbolo par exemple, suisse, qui a marqué contre son pays d'origine. On a eu des révélations fracassantes de ça. On a eu des révélations fracassantes de sa famille où on dit le joueur il est pétri de talent. Il a voyagé très tôt, il est arrivé en Suisse, il a bénéficié des infrastructures de la formation suisse aujourd'hui pour être ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez des gens qui, à la fin du match, qui ont même essayé de saccager même la maison du maire. Qu'est-ce que la maman a dit? La maman a dit, mon fils a manifesté sa volonté de jouer pour le Cameroun, mais on lui a posé des conditions. On dit qu'il faut verser des pots de vin, il faut faire partie de certains loges. Mais voici le nombre Et c'est des problèmes communs dans presque tous les pays. C'est-à-dire que je théorise en disant que dans nos pays, on a ce qu'on appelle la phobie de la compétence endogène. On a la phobie des compétences endogènes. Lorsque vous avez un joueur pétri de talent, ou et même dans un autre domaine, vous avez des Africains aujourd'hui qui préfèrent aller payer des meubles venant du Canada qu'un menuisier qui est son voisin, même si le menuisier est pétri de talent. Donc on a la phobie des compétences. On a la phobie des compétences. Donc je crois que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Et donc ce qui est à l'origine de ces ces résultats tristes là en Coupe du Monde. Justement, je l'ai dit, c'est pas à beau soleil, c'est pas très réluisant comme prestation. On en entendait beaucoup du Sénégal dans son match d'ouverture face aux Pays-Bas. Le Sénégal a perdu 2-0. Le Sénégal qui était vraiment à l'offensive, mais qui a manqué de réalisme devant. Sadio Mané a manqué parce qu'il faut le dire, sur ces 5 dernières années, la moitié des buts du Sénégal ça a été marqué par Sadio Mané. Toutes ces difficultés-là, est-ce que les 5 États africains, toujours en apprentissage au mondial? Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et on ne le souhaite pas. Nous tous, nous souhaitons que les clubs, les équipes africaines aillent loin, même remporter cette coupe-là. Mais il ne faut pas quand même se voiler la face. Mais je me dis que l'Afrique, les pays africains ou l'Afrique en général souffrent de 2 choses lorsqu'on va au mondial. La mauvaise préparation et aussi le complexe d'infériorité. Parce que ça s'est posé avant 1990, où les pays africains allaient lorsqu'on participe, on est déjà satisfait de la participation, d'être au mondial. Mais à partir de 1990, avec l'espoir du Cameroun, qui a battu l'Argentine, Maradona, qui était
l'équipe détentrice de la Coupe de la Coupe 86. Oui. Donc, là, avec ce Cameroun-là qui était même arrivé en quart de finale, et il a fallu de peu pour arriver en demi-finale. Donc, dans ces années 90, là, les Africains ont commencé par croire que non, on peut faire quelque chose. Vous allez voir que ça a quand même drainé cet espoir-là jusqu'en 2002 où le Sénégal aussi a battu la France tenante du titre et tout ça là. Mais je crois ces dernières années, nous sommes encore revenus. Comme on a régressé, il faut le dire, par rapport à cette génération de Camerounais et de Sénégalais, Abdou Diouf, tout ça là. Oui. Mais on a encore régressé par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. Et je dis, mon souhait, c'est que les équipes aillent très loin, mais la prestation des équipes africaines jusqu'ici, ça ne donne pas de confiance, ça ne me met pas en confiance personnellement, et tout le monde le dit. Donc, je ne sais pas, je l'ai dit tantôt, on ne se prépare pas bien. D'abord, ça commence par le football des jeunes. On n'a pas de centre, on n'en a pas. Politique sportive, même la politique sportive, ça n'existe pas. Arrivé là-bas, il faut voter une politique de sport. Hein? Mais une chose est de voter la politique, mais une chose, les acteurs qui incarnent cette politique. Non, il faut voter quand même. Quand vous prenez par exemple l'opérationnalisation, avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de l'Afrique, on a vu que beaucoup de choses changent. Mais il faut quand même un peu de temps pour pouvoir arriver à changer beaucoup de choses. Si vous ne changez pas la manière de diriger le football même, vous ne pouvez pas aller loin. Et mon frère vient de le dire, je ne sais pas, lorsque le joueur camerounais a demandé, celui qui a marqué le but, a demandé à jouer pour le Cameroun, on ne l'a pas écouté. Maintenant qu'il est allé jouer pour la Suisse et il vient, on ne l'a pas mis là-bas pour marquer contre le Cameroun, c'est pour défendre la couleur de la Suisse. Mais s'il est arrivé à marquer contre le, ce n'est pas de sa faute. On ne devait pas s'attaquer à sa famille. Il y a aussi un joueur togolais qui est Gakpo notre équipe nationale a besoin de cette là. Donc vous voyez que on doit quand même s'accuser, nous accuser nous-mêmes. Il ne faut pas accuser les autres parce que on peut le faire. Si le Cameroun est allé, même le Ghana est allé en quart de finale en 2010, mais pourquoi pas cette équipe ghanéenne qui évolue maintenant. Mais je donne chapeau quand même au Ghana. Il m'a surpris parce que par rapport à leur prestation à la dernière Coupe d'Afrique, je ne les attendais pas à ce niveau de jeu qu'ils ont livré contre le Portugal. Ils auraient même pu arracher l'égalisation. Bien sûr, et même ils pouvaient même gagner ce match. Donc, vivement que ces pays africains-là se ressaisissent. Mais pour répondre à la question que vous avez posée, il n'y a pas trop d'espoir pour que ce pays africain aille loin. Mais je crois toujours au miracle du football et je soutiens tous ces pays africains. Alors justement, le miracle, est-ce qu'on peut appeler ça un miracle que le Sénégal batte le Qatar après la rencontre? Quelques réactions, on va suivre ça avant de vous donner la parole tout à l'heure. Ils ont été absolument impressionnants et puis les Qataris ont bien joué, mais on était trop forts aujourd'hui. Les Lions de la Teranga ont rugi. Et tout le Sénégal, l'esprit de tous les ancêtres africains ont été sur le terrain. Et on a gagné. Et cette nuit, tout le monde doit manger du Wolof à Qatar. Je suis très touché pour l'Afrique, pour le continent africain, pour les Sénégalais. Les Sénégalais ont un amour pour cette équipe qui est très très fort. Et quand cette équipe gagne, le Sénégal gagne. Et l'Afrique gagne aussi. Alors, bon enfant à Govi, battre le Qatar, est-ce un exploit? Moi, à chaque fois que je suis sur un plateau pour parler de la chose africaine, je clame toujours mon optimisme parce que nous venons de loin. Vous savez, le football n'a pas été créé par l'Afrique. Nous avons découvert le football et aujourd'hui, le pays qui a créé le football même n'arrive plus à se hisser en finale, l'Angleterre. Vous voyez, donc, moi, par exemple, avant d'arriver à la question que vous m'avez posée, il faut que je précise quelque chose. Ce n'est pas que les pays africains ne pourront pas arriver à haut niveau à la Coupe du Monde.
c'est dû à certains paramètres. Nous disons que nous n'avons pas de politique sportive, etc. Ce n'est pas ça qui fait forcément les choses. Vous savez, nous sommes des amateurs. Dans quel pays africain il y a une bonne école de foot? Il y a pas. Ça veut dire que nous sommes des amateurs. Et c'est ça qui fait drainer beaucoup de jeunes en Europe. C'est ça qui fait que le Camerounais là ne pourrait jamais refuser de jouer pour la Suisse et de marquer contre son pays. Mais je voudrais rappeler quelque chose. Nous prenons par exemple l'équipe du Ghana. La défaite du Ghana la fois passée n'est pas due aux joueurs, mais c'est dû à l'entraîneur. C'est que, vous savez, et lorsque Portugal avait scoré, le Ghana n'a pas replié. Le Ghana a réagi immédiatement par l'égalisation de Ayoula. Vous voyez, juste après l'égalisation, Otto Addo a sorti d'où venait la balle et qui a marqué. Moi, je ne vois pas un Ghana sans Ayoula. Et on sort l'euro. Bon, la défense, la peur de qui encore? Quand son frère était arrivé, il a joué 12 minutes sans toucher à la balle. Vous savez, il n'a pas joué, il a couru 12 minutes. 12 minutes, il n'a même pas touché à la balle. C'est que à la Coupe du Monde, ce n'est pas la CAN. La Coupe du Monde, ce n'est pas la CAN. C'est un haut niveau aussi. Vous savez, oui, d'accord. C'est que voilà, vous savez, voilà, d'accord. Vous savez, un entraîneur qui ne sait pas lire de jeu, mais là, c'est autour, la défaite gagnée là est au dos de cet entraîneur. La même chose que Aliou Cissé, au premier match, c'est que je vois que les entraîneurs, aujourd'hui, tout le monde crie qu'il faut avoir des entraîneurs nationaux, c'est bon. Mais vous savez, lorsqu'on parle de Coupe du Monde, c'est autre chose. Je préfère qu'on prenne des entraîneurs de haut niveau et qu'on associe nos entraîneurs nationaux là pour qu'ils apprennent. Vous savez, quand l'équipe qui a joué contre la Hollande là, l'Équateur. Non, la Hollande là, la première, le coup, c'est Sénégal. C'est Sénégal. Vous voyez, Aliou Cissé n'a pas pu lire le jeu. En premier mi-temps, vous avez vu que Van Gaal a changé immédiatement son tactique de jeu 3-5-2. Oui ou non? Aliou Cissé est toujours dans son 4-4-2. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il croit qu'il a les joueurs de talent, mais quand tu ne sais pas mettre les pions, mais vous allez regarder comment ils ont eu des buts. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas forcément la politique, le manque de politique sportive dans le pays. Regardez, quand le Cameroun avait été en quart de finale, quelle politique de joueurs? Parce qu'ils sont beaucoup de joueurs et talentueux que l'entraîneur a su mettre au moment opportun. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce n'est plus... Regardez, est-ce qu'on va montrer encore à un Cristiano Ronaldo comment on peut jouer? Non. Mais quand tu ne sais pas placer Cristiano Ronaldo, c'est ça qui est arrivé à l'Argentine la fois passée. Un Messi ne peut pas jouer à être attaquant de pointe. Vous voyez, entre, comment l'appelle-t-on, le placement de Messi, et qui a fait sombrer tout un pays, pas l'Arabie Saoudite qui n'est pas bien placée. Vous voyez non? Imaginez Messi, meneur de jeu la fois passée. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. C'est la même chose qu'on a fait au Brésil quand Neymar a joué vraiment à sa part. Tu peux avoir de bons joueurs, mais si tu ne sais pas les placer, c'est ça qui manque à nos entraîneurs nationaux. Il faut que, à la longue, qu'ils aillent à de bonnes écoles. Maintenant, je vais revenir à la question. On va tourner. D'accord. On a fini la première journée de les phases de poule. On est en deuxième journée. Je l'ai dit, la Tunisie vient de perdre face à l'Australie. Oui. Le Sénégal a gagné hier. Il y a le Ghana, le Maroc, le Cameroun qu'on attend. Est-ce qu'il est permis de rêver? Non, mais... Oui, mais le rêve est permis à tout le monde, mais c'est qu'il ne faut pas perdre le sens de la réalité. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le bilan du premier tour, lorsqu'on se projette, je ne suis pas prévisionniste, je ne suis pas un oracle non plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'annonce vraiment n'est pas aussi reluisant que ça. C'est-à-dire que moi, on risque d'avoir le Sénégal au deuxième tour, c'est-à-dire une équipe africaine sur 5. Donc, lorsqu'on fait le bilan, il est extrêmement négatif. Donc, ce qu'il faut savoir, oui, on peut dire, oui, il faut être toujours optimiste, ouais, mais lorsqu'on prend en compte la réalité, mais ça ne sert à rien d'être optimiste si on sait très bien que les dés sont pipés d'avance. Donc,
Je crois que la question de la formation se pose. La formation des joueurs, la formation des entraîneurs. On a fait aujourd'hui, moi je me félicite quand même d'une chose, c'est-à-dire que quand vous prenez à la tête des équipes africaines, ce sont des entraîneurs, locaux. Pendant longtemps, on a toujours décrié cette manière de faire, le fait d'aller signer des contrats avec des entraîneurs étrangers, des blancs qui viennent nous entraîner. Donc, c'est dire on a de la compétence, mais il faut les parfaire. Dans la question de la formation, le problème, il est extrêmement profond. Sinon, on risque, à chaque 4 ans, de participer à cette fête du football mondial et rien à voir comme résultat. Rien à voir comme résultat. Donc, il faut répondre aux questions urgentes qui se posent aujourd'hui. Donc, il faut croire, à la compétence locale. Il faut créer des écoles de football, c'est-à-dire une politique sportive beaucoup plus aboutie. Et faire la promotion aussi de la diaspora. Certes, vous avez des enfants qui sont d'origine africaine, qui naissent en Europe et qui reviennent pour jouer pour leur pays. Regarde, quand vous prenez l'équipe de France, pendant longtemps, les gens incriminent les gens. Ça fait même. Il n'y a que 3 Français dedans, hein. Il n'y a que 3 Français. Il y a que 3 Français. Ça fait l'objet de toutes même des railleries. Les gens disent, mais l'équipe de France, ce sont des Africains. Non, mais je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut pas réclamer la nationalité, les pays d'origine de ces gens-là, parce qu'ils ont accepté de jouer pour l'origine. Ils sont des Français. La France a investi de l'argent. Il y a le contribuable français. Vous savez combien ça coûte, le parcours d'un joueur? Ils ont une école de foot qu'on peut considérer comme un service public. Hein. Aussi pour le Togo. Oui, l'INF. Les Brésiliens, ils sont venus pour une seule journée, ils sont partis. Vous avez en France ce qu'on appelle l'INF, c'est-à-dire l'Institut national du football français, où on forme des joueurs. Et quand vous arrivez, on vous apprend à jouer au foot. À jouer au foot, pourquoi? Pour représenter la France un jour. Donc une politique sportive bien définie, forcément vous aurez des résultats. Et je crois que la culture de la réussite spontanée également doit disparaître en Afrique. C'est-à-dire la réussite n'est pas le fruit du hasard. C'est le processus des efforts continus. Bosoleil Obekou, est-ce qu'il est permis de rêver? Oui, il est permis de rêver et le rêve en football, moi, je le fais. D'autant qu'un pays comme l'Iran peut battre. Voilà. Oui, Arabie Saoudite a effacé Messi. Et voilà, je suis un amateur de football, je suis un amoureux de football et je rêve qu'un pays africain, même au cours de ce mondial-là, ait la Coupe du Monde. Mais ça m'appelle la réalité me fait revenir quand même sur terre. Voilà. Mais je vous le dis, il y a le miracle du football. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Mais dans la réalité des choses, nous disons maintenant que le Sénégal est bien placé pour aller en huitième de finale, mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. L'Équateur, le match que l'Équateur a livré contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont gagné le Sénégal. Ce n'est pas du tout facile. Et moi, je priais, quand je regardais ce match hier, là, je priais pour que la Hollande gagne l'Équateur. Mais bon, force a été ma surprise quand l'Équateur. J'avais même eu peur que l'Équateur allait gagner même le pays. Oui, ils ont dominé le match. Avec cette équipe-là, si cette équipe livre encore, et ce match-là qu'il a livré contre la Hollande, je crois que le Sénégal a des soucis à se faire. Mais je suis toujours optimiste parce que je suis supporter du Sénégal, je suis supporter de toutes les équipes africaines. Donc je rêve. Mais je n'oublie pas la réalité. Parce que je me souviens très bien, quand on rêve trop, moi je me souviens quand j'étais jeune et que je soutiens les équipes, lorsqu'on gagne ces équipes-là, des fois, je tombe à la tienne. Et moi, au fil du temps, je me suis habitué à ça. Je dis, en rêvant, il faut toujours savoir aussi qu'il y a la réalité. Et c'est les deux là, jumelés qui nous permettent d'exister. Voilà, d'être lucide. Voilà, enfin, Govi, dernière question. On a quand même les Maghrébins, le Maroc, la Tunisie, qui ont un championnat national, je ne vais pas dire enviable, mais acceptable, mais qui ne sortent pas aussi leur épingle du jeu. Bien sûr, c'est de ça que je parle. Lorsque nous sommes c'est-à-dire en Coupe du Monde, c'est autre chose. Ce n'est plus la guerre de ceux qui jouent bien. Mais la Coupe du Monde, c'est la guerre entre les entraîneurs. Je reviens toujours dessus. Sinon, l'Arabie Saoudite, personne, même ceux qui jouent XBet là, ils ont tous échoué. Parce que
ce que vous dites par rapport à la réalité, etc., il n'y a aucune réalité en football. Je ne sais Parce plus que combien d'années l'Allemagne lui donnait 9. 9, c'est quand le Togo gagnait, le Togo avait 2 contre 2 en Corée du Sud. C'est le même jour là, l'Allemagne lui donnait 8, c'était 8. C'est en 2006, bien sûr, vous voyez. Donc, mais cette Arabie Saoudite contre Cameroun, c'était 1. Et Cameroun n'a gagné que 1-0. C'est que ce que vous dites qu'il faut voir la réalité, il n'y a aucune réalité parce que sur le papier, la fois passée, personne, même Dieu, ne peut pas rêver que l'Arabie Saoudite peut faire l'espoir. Mais devant la situation, l'Arabie Saoudite a oublié son complexe d'infériorité. C'est pourquoi c'est le mental qu'on doit travailler aux gens. Ce n'est pas affaire de grands joueurs, etc. Tu peux avoir les grands joueurs, si tu ne sais pas placer tes pions, tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui, il reste au moins 2 matchs pour certains pays africains. Ouais, non, la Tunisie vient de perdre. Il n'est pas encore éliminé. Heureusement qu'un pays africain n'est pas encore éliminé. Mais Qatar est déjà parti. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, je rêve toujours. Mon rêve, c'est que je pourrais trouver un pays africain en quart de finale. Déjà, quart de finale pour des pays africains dans ces conditions-là, c'est déjà grand. C'est comme Arabie Saoudite qui a gagné Argentine. Et vous voyez comment ils étaient contents. Et vous allez voir que... une journée, voilà. Et vous allez voir qu'avec cette victoire, leur situation par rapport à la FIFA va changer. Ouais, non? Ça dépend de l'équipe que tu gagnes. C'est pourquoi je dis que moi, en tant qu'Africain, quelle que soit la réalité du football, on n'a pas encore fini de jouer. Je clame toujours mon optimisme. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Aujourd'hui, on ne joue plus sur papier, mais on joue sur le terrain. Et les 90 minutes après vont nous déterminer qui c'est quand on jouera tout que je peux savoir ce que je dois dire. Il faut aussi que quand on le dise, et quand il y a des équipes qui sont plus fortes que d'autres. Mais hier, par exemple, le Sénégal a joué, mais il a fallu de peu pour que le Qatar nous gagne. Hier, il gagne le Sénégal. Donc, on a eu peur vers la fin du match, ça n'a pas été... Le football, pas du tout évident. C'est le rêve, mais aussi il y a toujours de réalité. J'ai voulu apporter, j'ai voulu vous soutenir là où vous avez dit que le coach ghanéen a commis une erreur la fois passée. C'est vraiment une erreur. Quand le Ghana avait égalisé, il allait attendre un peu que 5 ou 10 minutes passent avant de changer. Ayou n'a pas encore savouré son but avant qu'on égalise. Il devait attendre un peu avant de les changer, mais il a cassé complètement. Immédiatement. En changeant cette... D'accord, espérons, messieurs, et puis ce mondial, on le vit sur New World Sport, justement, un New World qui a innové parce qu'on peut vivre le mondial en Evé, en Bambara, en Lingala. Chapeau à New World parce que vraiment je suis très fier que tout, par-delà toute l'Afrique. Toute l'Afrique se tourne vers le Togo. Et ceux qui doutaient de la capacité de New World sont servis. Hein? Ouais, non, ils sont tous servis. Non, c'est l'occasion, je pense. Une coupe du monde. Mais on y est. On y est. New World est une chaîne togolaise. Et je suis fier quand les Blancs même disent que c'est à suivre sur New World TV. Moi, je suis fier. Et quand on dit de croire aux compétences locales, c'est la preuve. Il faut croire aux compétences locales. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. On n'a que 10 minutes pour l'évoquer. C'est propos du ministre togolais des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie togolaise. Je sais. Il est sur Radio France Internationale, c'était le 23 novembre dernier, en évoquant les retombées de l'adhésion du Togo au Commonwealth. Le ministre a laissé cette phrase qui n'est pas restée indifférente. Oui, le Togo est bel et bien un État démocratique et le président de la République travaille pour cela. C'est ce qu'a dit le ministre. De sa part, ça n'étonne pas, mais est-ce que, Bonenfant Boni, ces propos, vous êtes à 100% d'accord avec Robert Doucet? Ben, vous savez, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que celui qui sort une déclaration, la déclaration l'incombe. Je ne sais pas je ne sais pas les éléments qui l'ont motivé à faire cette déclaration. Donc moi, en tant qu'analyste, je pourrais dire quelques avancées que nous avons eues dans notre pays, parce que moi, si je ne suis pas né hier, j'ai quand même vu beaucoup de choses qui ne se passent plus aujourd'hui. Et donc ça me met sur la route de... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
qui ne se passait pas avant. Oui, c'est ça, c'est ce qui est bon pour nous. Donc, aujourd'hui, vous, journalistes quand même, vous, journalistes, avant, la façon dont vous parliez aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier. Donc, ça veut dire que le Togo... Aujourd'hui, alors qu'à un moment donné, on ne pouvait mettre aucun journaliste en prison. Ben oui, bientôt. Qu'est-ce que je veux dire? Ça fait un temps que le Togo s'est mis sur une route de démocratisation. Il faut quand même le reconnaître. On n'est pas mauvais en toutes choses, mais il y a quand même certains trucs qui ont évolué dans le temps. Donc il faut positivement, il faut le reconnaître. Donc si le ministre qui est en charge de la diplomatie togolaise a pu dire ça sur RFI, je viens de dire qu'il a ses propres éléments sur lesquels il s'est basé pour dire que le Togo... On s'attend à ce qu'ils disent le contraire, non? Non, bien sûr, parce que c'est un homme politique qui ne peut pas dire le contraire. Même si ce n'est pas un parti au pouvoir. Vous pensez qu'il donnerait cette réponse? Ben, ça l'engagerait, parce que ça dépendrait des éléments qu'il va mobiliser autour de lui avant de dire que le Togo n'est pas démocratique ou pas. Vous savez, les Togolais ont l'habitude de répondre par rapport à leurs sentiments. Donc, si la diplomatie a pu reconnaître quand même qu'il y a des avancées, mais il a globalisé, mais quitte à Jean-Pierre Fabre de venir dire ce qu'il sent et ce qu'il croyait, il va amener les preuves. Au soleil, le ministre a été affirmatif et il dit oui, le Togo est bel et bien un État démocratique. Oui, je partage son avis à 100%. Le Togo est bel et bien un État démocratique. C'est la question qui a été posée, est-ce que le Togo est un État démocratique? Le Togo, à 100%, est un État démocratique. Maintenant, s'il faut comparer le Togo avec d'autres pays, c'est là où il y a peut-être débat. Le Togo, moi j'ai des éléments pour soutenir. Lui n'a pas eu assez de temps pour avoir des éléments pour soutenir ça. Moi j'ai des éléments pour soutenir. On n'a pas assez de temps. Le Togo est un pays démocratique parce que le Togo, moi je prends à partir de 2006. Après 2006, il y a APG où tous les partis politiques, sans exception, ont signé un accord. Après il y a eu les élections législatives de 2007, libres. Tous les pays tous les partis politiques sont allés. Et depuis là, il s'est passé aucune élection où un parti politique a été écarté. Mais il ne s'est passé non plus aucune élection sans contestation. Mais la contestation est partout. Est-ce que le Togo est une démocratie comme les États-Unis ou la fois... Non, États-Unis, leur élection là. Donald Trump aussi. Donald Trump aussi les élections jusqu'aujourd'hui. Comme quelqu'un. Voilà, le pays, le Togo est une démocratie. Mais il faut que les gens écoutent les éléments que nous soutenons. Nous sommes au Togo. Nous ne sommes pas ailleurs pour regarder de loin le Togo. Je disais tout à l'heure que je prenais ça de 2006. Et toutes les élections qu'on a organisées à partir de 2006, tous les partis politiques y ont participé. J'en ai pour preuve les élections de 2020, les élections présidentielles de 2020. Aucun parti n'a été écarté. Les gens sont allés librement à ces élections-là. Donc, les principes démocratiques, quand on parle de démocratie, c'est quoi? C'est la liberté au peuple de choisir ses dirigeants. Et la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de former ces partis politiques. Donc, au Togo, il y en a. Il y en a trop même. Voilà, on a plus de 100 partis politiques, on a des associations, des milliers d'associations au Togo qui s'expriment. Le président de la République est critiqué et à longueur de journée au Togo. Les institutions de la République, ils sont en place. L'opposition participe à ces institutions-là et tout est réuni pour parler de la démocratie. Donc le Togo est un pays de démocratie. Totalement. Maintenant, si c'est une bonne démocratie ou c'est une mauvaise démocratie, ce n'est pas le débat. Le ministre répondait à une question sur le musellement justement et les libertés. C'est vrai, moi je le dis de sa part, on ne s'attend pas à ce qu'il dise autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités dont il faut tenir compte lorsque on n'est pas ministre et qu'on fait cette analyse? Oui, mais effectivement, bon, je vais commencer déjà par le contexte. Bon, déjà, le ministre Robert Doucet, je le remercie d'avoir mené à bien la ratification du traité qui, disons, rend effective l'adhésion du Togo au Commonwealth. Vous n'êtes pas sans savoir que le PDP, le président
Innocent Kabara a publié un ouvrage portant sur l'adhésion du Togo au Vous communautaire. aurez pu m'en apporter. Oui, Je l'ai effectivement. pas encore lu. Vous l'aurez. Pourquoi ça fait partie, vous dites ça fait partie? Oui, effectivement, parce que bon, au PDP, la production intellectuelle est au cœur de notre combat politique, donc nous essayons de mener des réflexions sur ces sujets. Maintenant, bon, je ne dirais pas que je suis quand même assez déçu des réponses de mes aînés, de part et d'autre, mais moi je vais restaurer un certain nombre de choses. Vous savez, moi je suis juriste de formation. En droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle une démocratie procédurale et une démocratie substantielle. Le Togo répond aux critères de ce qu'on appelle une démocratie procédurale, selon moi. C'est-à-dire, une démocratie procédurale, c'est une démocratie dans laquelle on organise des élections par intermittence. Vous avez des élections présidentielles, législatives. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a de la substance, vous avez parlé de la notion de la sincérité quand on débutait aujourd'hui. Donc il y a toujours des choses à dire. Constitutionnellement, oui, la liberté d'expression doit être faite dans le cadre des lois et règlements. Mais aujourd'hui, il y a quand même des rapports assez dithyrambiques incriminant aujourd'hui l'exécutif d'avoir mené, disons, des projets politiques ou un certain nombre de choses qui réduisent les libertés. Donc objectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une réduction des libertés aujourd'hui au Togo. C'est vrai, il y a des progrès, on le note, mais la démocratie aussi, c'est une construction de tous les jours. C'est une constitution, cela nécessite la participation des uns et des autres. Et même dans la classification, ce que les gens oublient, quand vous lisez par exemple les travaux d'Achille Bembe ou d'un politologue camerounais qui s'appelle Owonangini, où on a classifié les démocraties en Afrique. La démocratie, les pays africains, notamment le Togo, n'appartiennent pas aux démocraties libérales, ni aux dictatures non plus. Donc les politologues africains étaient obligés de créer une autre catégorie qu'on appelle des régimes hybrides, c'est-à-dire une mixité des vertus de la démocratie libérale et des vertus de l'autorité, donc l'autoritarisme. Donc on y cherche le juste milieu. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que le Togo est une démocratie libérale. Non, il y a des progrès chaque jour. Donc je crois que cette classification-là, pour moi, le Togo répond à ces critères. Donc le Togo est une démocratie procédurale. Il faut faire un effort de faire de partie d'une démocratie procédurale au libéral. Oui, certes, on peut parler de la liberté d'association, tout ce nombre de choses. Aujourd'hui, oui, certes, on a parlé de la liberté des institutions de l'État. Aujourd'hui, on parle du principe de contradictoire devant la Cour constitutionnelle après les élections. Aujourd'hui, est-ce que le contentieux électoral est vidé dans les règles de l'art au Togo? Il faut se poser des questions. Nous sommes tous des Togolais, il faut se poser des questions pour la construction de l'État démocratique. Bon, et moi je fais quand même un effort de faire preuve d'objectivité. D'autres peuvent dire oui, parce que M. Orosamachara appartient à un parti politique d'opposition. C'est pour cette raison qu'il répond cette manière de manière biaisée. Mais je crois qu'on a quand même un certain nombre de preuves pour apporter qu'il y a quand même des incohérences qu'il faut parfaire pour construire un penser État à démocratique. l'ouvrage de mes deux confrères, Louis Magloire Kemayou et voilà. comment j'oublie le nom du confrère, Togo, une démocratie